Bonsoir à tous. Le moment attendu mais redouté par les Français est arrivé. Un reconfinement national à compter d'aujourd'hui minuit, et ce pour un mois. Annonce du président de la République Emmanuel Macron hier soir. La bonne nouvelle, c'est que nous, en Guadeloupe, nous ne sommes pas touchés par ce reconfinement. Mais nous avons voulu avoir sur ce plateau ce soir le préfet, Alexandre Ochat, pour nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette affaire, et surtout pour vous parler les yeux dans les yeux, puisque cette émission sera interactive et vous pourrez lui poser des questions. Alors je précise, des questions courtes pour que nous puissions récupérer un maximum d'appels dans le temps qui nous est imparti, mais aussi pour que nous puissions bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, puisque rien n'est gagné, au dire de tout le monde, mais nous sommes peut-être les bons élèves, je dirais, de la République, et nous le saurons tout de suite avec Monsieur le Préfet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, avant de parler du Covid, parlons un petit peu des attentats. Alors, attentat où un enseignant a été touché, attentat aussi où dans une église à Nice, des personnes ont perdu la vie. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le Préfet ? Je crois que c'est... Ce que ça m'inspire, c'est compliqué, mais ça m'inspire le fait que c'est de la profonde barbarie, concrètement. De s'attaquer ainsi à des symboles, à des hommes qui sont des symboles derrière eux, c'est de la barbarie. Ce sont des assassinats vraiment qui ont été réfléchis, dont on imagine qu'ils ont été réfléchis et qui ont été faits. Là, à Nice, par exemple, il y a parmi les gens qui étaient dans l'église, une personne de 70 ans a été sauvagement assassinée. Voilà, du dégoût et de la barbarie, concrètement. Et le besoin très fort que nous ayons, nous, la République française, nous surmontions cette difficulté et ces épreuves. C'est l'État qui est attaqué, c'est la France qui a été attaquée. Il est important que nous ayons une réaction qui soit évidemment très forte contre les auteurs de ces attentats, et aussi très forte en matière de protection de nos concitoyens, parce que c'est notre devoir de le faire. Des mesures ont été prises au niveau national, elles s'appliqueront ici aussi en Guadeloupe, de renforcement de la protection et des contrôles autour des établissements scolaires à compter de la rentrée prochaine, et puis autour des lieux de culte à compter de ce week-end, puisque en plus c'est une fête religieuse importante, celle de la Toussaint. Et donc voilà, du dégoût face à ces actes ignobles, et puis ensuite le besoin de sursaut et le besoin de protection. Alors justement, après cette crise Covid, est-ce qu'il n'y aurait pas à traiter une crise profonde de la laïcité en France ? Je crois que le président de la République s'est attelé à cette tâche en parlant de la laïcité, en parlant du séparatisme. Un projet de loi est d'ailleurs en préparation. Évidemment, c'est un des enjeux très forts de notre société, qui est celle de faire vivre toutes les communautés, toutes les croyances les unes avec les autres, non pas les unes contre les autres, mais bien les unes avec les autres. Et toutes ces croyances, les croyances ou les non-croyances d'ailleurs, prenant leur place dans la société française pour que cette société vive en harmonie. Alors, pas de reconfinement pour nous, contrairement à la Martinique. Est-ce le fruit d'une conduite exemplaire des Guadeloupéens ? Alors, le fruit d'une conduite très bonne des Guadeloupéens, c'est certain. Exemplaire, c'est un peu compliqué parce que de savoir si on est l'exemple, ça, vraiment, je m'en garderais bien. Mais d'une conduite, effectivement, en ligne et parfaitement en face des Guadeloupéens, avec les mesures qu'on a prises. Et je pense une prise de conscience assez forte de cette maladie, de ce qu'elle est, de ses conséquences et de la manière de s'en prémunir. Oui, donc je pense que c'est notamment le fruit de cela. C'est aussi, si vous me permettez, le fait que nous avons été confrontés à cette deuxième vague avant tout le monde. Puisque c'était chez nous fin août, début septembre, avec une montée en puissance tout le long du mois de septembre. Et c'est avant ce qui s'est passé dans l'Hexagone qui a connu cette deuxième vague un peu plus tard, et avec une puissance beaucoup plus grande, qui explique d'ailleurs la décision de confinement. Donc effectivement, pour répondre directement à votre question, un comportement qui mérite d'être souligné de positivité et de bonne adhésion à toutes les mesures qui ont été prises des Guadeloupéens. Et puis aussi un calendrier qui nous permet d'être dans une phase descendante aujourd'hui, alors que l'Hexagone est dans une phase montante. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur le Préfet, que vous êtes ce soir face à cette décision de non-reconfinement, ou est-ce qu'il y a d'autres
avec vous qui ont été appelés à réfléchir sur cette décision? Alors, si votre question c'est ici en Guadeloupe, c'est oui. moi Est-ce que vous êtes seul face à cette décision? On n'est jamais seul. Alors déjà, premièrement, il y a le gouvernement qui nous donne les possibilités ou pas de pouvoir déroger. Vous l'avez tous entendu de la voix du président de la République puis du Premier ministre. C'est le territoire national qui est concerné, avec des exceptions potentielles pour les territoires d'outre-mer, mis à part la Martinique, qui elle est prise dans le reconfinement. Non, on n'est pas seul, et heureusement d'ailleurs, puisque c'est un travail. Moi, je ne peux pas décider seul de ce genre de choses. Il y a un travail qui doit être fait avec des experts, avec l'ARS notamment, qui connaît cette maladie et qui sait comment on peut la traiter. Évidemment avec le personnel soignant, puisque c'est important de savoir avec eux. Je suis en contact assez régulièrement avec le CHU notamment et le personnel soignant du CHU. Et puis c'est aussi avec les acteurs du territoire. Puisqu'une décision de confinement, c'est une décision qui a des conséquences très fortes, à la fois avec les élus. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est important. Toutes les semaines, j'anime ce qu'on appelle le comité des élus. Il faut bien trouver un nom. Le comité des élus Covid, qui permet toutes les semaines de partager les éléments de diagnostic et puis de réfléchir à la suite avec l'ensemble des maires, avec l'ensemble des présidents de PCI ou leurs représentants, avec le conseil régional, le conseil départemental. Et puis on y a ajouté depuis presque un mois maintenant les acteurs socio-économiques, les représentants des entreprises et des grandes activités socio-économiques, parce que là aussi ce sont des éléments importants et c'est tous ensemble que nous pouvons décider de la solution. Et tous ensemble vous avez décidé qu'il n'y avait pas nécessité de reconfiner? On a tous convergé, effectivement, tout a convergé vers ce sujet, et le gouvernement aussi, puisqu'il nous a donné la capacité à le faire. Il n'y a pas lieu aujourd'hui, dans la situation actuelle, de reconfiner, parce que nous sommes dans une phase descendante. Ça fait 5 semaines que nous baissons les chiffres de positivité et du nombre de personnes atteintes. Donc on est dans une phase de décroissance. Ailleurs, ils sont plus dans une phase de croissance très forte. Et puis, on a un nombre de mesures que nous avons prises et qui, je le disais tout à l'heure, sont respectées. Et c'est vraiment ça qui permet de dire que ça fonctionne, qui sont là depuis maintenant un bon mois, que tout le monde connaît, que tout le monde respecte. À peu près, il y a évidemment des gens qu'il faut remettre un peu parfois dans le droit de chemin. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, parce que oui, ce sont ces gens-là qui méritent vraiment et qui nous obligent à continuer ces opérations de contrôle. Donc ces opérations-là, ces mesures, elles existent, elle fonctionne. Donc moi j'ai proposé, et ça a été accepté par le gouvernement, de ne pas reconfiner et de reconduire ces mesures pour 15 jours encore à venir, parce qu'on a un enjeu très fort pour nous. C'est pas que les courbes continuent à descendre, c'est qu'elles descendent plus fortes pour descendre en dessous des seuils de vigilance. C'est-à-dire qu'on se retrouve à une situation qui est celle qu'on avait connue fin juin, début juillet, où on était en dessous d'un taux de positivité inférieur à 20 pour 100 000 habitants. Ça veut dire traitable en fait assez facilement de façon classique, et puis un taux de positivité qui soit en dessous de 5, ou là, et avec un facteur de reproduction qui soit très faible. Et là, on pourra retrouver une activité qui ressemblera à une activité plus normale. Alors, c'est l'occasion pour vous de rappeler ces mesures, puisque vous dites nous repartons pour 15 jours. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas bien intégré tout cela, est-ce que vous pouvez nous dire de manière très claire, très précise, ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire? Alors, je vais essayer. Il y a beaucoup de mesures, mais elles rentrent toutes dans le même cadre. Le cadre, c'est premièrement, il y a plusieurs volets. Le premièrement, c'est de se protéger et protéger les autres. Et donc ça, c'est le port du masque, c'est les gestes barrières, c'est la distanciation sociale, c'est se laver les mains, soit avec de l'eau et du savon, soit avec du gel hydroalcoolique. Le port du masque, il va rester obligatoire. Il est obligatoire dans certaines rues, dans certains endroits des villes. Vous savez, on a été obligé dans l'arrêté de prendre des dispositions particulières, mais moi, je recommande à tout le monde de le porter dès qu'il le peut. Et dès qu'il est en contact avec d'autres personnes, y compris même parfois dans son cercle familial ou dans son cercle amical, quand on a un masque et que la personne en face a un masque, on protège, on est à 98% de protection. Ça, c'est vraiment les gestes essentiels. Les deuxièmes mesures, ce sont celles qui visent à éviter qu'on se retrouve dans des lieux dans lesquels on n'est pas capable de respecter les gestes barrières. Ce sont les établissements recevant du public, je pense aux salles polyvalentes, aux salles des fêtes, tous ces endroits qui resteront fermés et qui ne seront pas autorisés encore pour les 15 jours qui viennent, c'est évident. Ce sont les bars qui sont fermés, les lieux de nuit aussi, les discothèques qui restent fermées. Alors là, c'est une mesure qui date depuis très longtemps. On sait que c'est une difficulté pour les entreprises, mais c'est indispensable. On n'est pas capable de faire respecter les gestes barrières dans ces lieux de fête. Les autres points qui correspondent à ces volets-là, ce sont les restaurants.
qui vont rester ouverts en appliquant le protocole qui est celui que nous avions pris déjà il y a une dizaine de jours, vu avec d'ailleurs les représentants des restaurants, un protocole très strict avec des tables de 6 maximum avec 1 mètre entre les chaises. Enfin, je ne reviens pas dessus, mais c'est un protocole très strict et surtout des fermetures à minuit. Toujours dans le même volet, c'est l'interdiction de vendre l'alcool le soir et l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique le soir. Et puis encore le dernier volet, ce sont les plages qui vont rester ouvertes pendant la journée mais qui sont interdites la nuit. Et pendant la journée, il est demandé de ne pas consommer, donc de ne pas faire de pique-nique parce que là encore, ce sont des moments où on oublie les gestes barrières parce qu'on se retrouve entre amis. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième volet. Et puis le troisième volet, c'est de travailler sur tous les lieux où il y a des concentrations de personnes pour qu'il y ait une fluidité maximale qui puisse s'opérer. Pas de rassemblement de plus de 6 sur la voie publique. Donc on n'a pas le droit de plus de 6 sur la voie publique, sauf des déclarations particulières qu'il faut faire, et on organise ça avec la préfecture. Pas d'activité sportive dans les lieux fermés à titre individuel, dans les gymnases ou dans les salles de sport, à titre collectif. En revanche, à titre individuel, c'est toléré. Les stades et les hippodromes ou les piscines ouvertes sont autorisés à la pratique, notamment en compétition. Et depuis une dizaine de jours, ils sont ouverts aussi au public, avec des règles strictes pour éviter qu'on ait trop de monde en même temps au même endroit, 300 personnes maximum, des sièges qui sont utilisés 1 sur 2 et des gestes barrières obligatoires dans ces endroits. Voilà, c'est à peu près les grandes mesures qui sont là, mais vous voyez, l'objectif c'est se protéger, protéger les autres, éviter de se retrouver dans des situations dans lesquelles on n'est pas capable de respecter les gestes barrières et d'éviter les attroupements. Oui, alors concernant la Toussaint, cette fête, je vais dire, ici en Guadeloupe, comment est-ce que ça va se passer ? Alors, la Toussaint, c'est une fête familiale importante. Je sais que c'est une fête traditionnelle très forte. En Guadeloupe, on a l'habitude de se retrouver en famille et d'aller sur les tombes, et donc de se retrouver avec des regroupements qui peuvent être importants. À l'église et puis ensuite sur les tombes. On a beaucoup travaillé avec les maires. D'ailleurs, ce sont les maires qui m'ont tout de suite dit que la Toussaint, pour eux, était un sujet d'interrogation et de vigilance. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. On leur a proposé des arrêtés types pour que cette fête de la Toussaint se passe le mieux possible. Donc, ce que les maires ont décidé de faire, pour la majeure partie d'entre eux, il y en a quelques-uns qui ont même fermé leur cimetière pour éviter qu'il y ait des regroupements, c'est qu'ils ont écouté ce que je leur avais proposé, c'est-à-dire de fluidifier l'entrée dans les cimetières, ouvrir les plages horaires d'ouverture des cimetières, et pas seulement le jour de la Toussaint, mais pour que les familles puissent se déplacer sur des périodes plus longues. En revanche, les fermer la nuit, parce que la nuit, c'est là où on a des regroupements qui peuvent apparaître. Fluidifier les accès pour éviter que les gens se retrouvent à plus de 6 par groupe dans les cimetières, donc avec les polices municipales pour travailler sur la fluidification. Et puis, interdire toutes les ventes ambulantes autour des cimetières qui ont l'habitude des endroits où on se retrouve après en famille ou en groupe. Et donc là encore, c'est les regroupements qu'on veut éviter. Alors la fermeture totale des cimetières, n'est-ce pas une décision drastique ? Oui, mais elle appartient à la responsabilité des maires qui l'ont prise parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas capables d'organiser les choses comme on a essayé de le caler avec eux, parce que ce sont des gros cimetières et parce qu'ils ont peur d'avoir trop de monde qui viendra. Et donc ils préfèrent les fermer pour la Toussaint et les ouvrir plus tard, et les gens pourront venir sur les tombes après. Maintenant, concernant le flux aérien et maritime, comment ça va se passer dorénavant ? Alors, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on avait jusqu'ici. Le flux entre la métropole, l'Hexagone et la Guadeloupe reste soumis à des tests PCR quand on arrive de l'Hexagone. C'est d'autant plus justifié quand on regarde les taux de positivité du Covid en Hexagone, bien évidemment. Donc, test PCR de moins de 72 heures, sachant qu'il y a des tests antigéniques qui vont être mis en place dans les aéroports et donc qui permettront de pallier ces difficultés qu'on a connues de tests qui n'étaient pas disponibles. Vous vous souvenez, on a beaucoup de gens qui avaient des difficultés. Donc là, maintenant, avec le nombre de tests qui augmente, ça se passera beaucoup mieux. Donc ensuite, c'est 85 000 tests, c'est ça que vous avez reçus ? Oui, ça, ce sont les tests que nous avons ici en Guadeloupe, mais en métropole, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, plusieurs millions qui sont à disposition. D'accord. Donc ça, c'est pour métropole, enfin Hexagone, Guadeloupe. En revanche, dans le sens Guadeloupe, Hexagone, pas de changement. D'accord. Donc pas de test obligatoire pour l'instant. Sauf si les évolutions montrent qu'on a besoin de faire des tests, mais à ce stade, on n'en a pas besoin. Ensuite, dans la région, donc entre la Martinique et la Guadeloupe, on reste sur les mêmes errements que ce qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire motif impérieux et prise de température. Ça, entre la Martinique et la Guadeloupe, dans les deux sens. Et entre la Guadeloupe et les îles du Nord, donc avec Saint-Martin, dans le sens Saint-Martin vers la Guadeloupe, motif impérieux, et on va mettre en place les tests antigéniques dont on parlait. Une partie des tests va servir
pour vérifier, parce que Saint-Martin, c'est un endroit particulier, comme vous le savez. Il y a une connexion qui existe avec la partie hollandaise et avec l'aéroport international qui n'est pas soumis aux mêmes règles que les nôtres. Et donc, on a des doutes sur la capacité à préserver cette île et la partie hollandaise de la Covid. Et donc, on va mettre en place des tests à compter de la semaine prochaine. Donc, Saint-Martin vers la Guadeloupe et pas l'inverse? Non, pas l'inverse, parce qu'entre la Guadeloupe et Saint-Martin, il n'y a pas de sujet de transmission du virus. D'accord. Alors maintenant, c'est vrai qu'il était bon de rappeler toutes ces mesures et puis on se retrouve, en fait, peut-être pas nous, peut-être qu'avant, mais vous retrouvez donc les Guadeloupéens pour faire un point d'ici 15 jours, c'est bien cela? Exactement. Mais je les retrouverai dans une semaine parce qu'on se voit maintenant toutes les semaines pour faire le point. Pour faire le point. Voilà, pour faire le point. Mais dans 15 jours, on se fixe à une échéance importante que le président de la République d'ailleurs a fixée pour la France en entier. Alors maintenant, il y a aussi quelques questions spécifiques. Alors vous avez vu, et vous avez certainement rencontré les acteurs économiques de la Guadeloupe avec cette inquiétude qui continue à persister. Alors, mesures pour ce Covid qui circule, mais aussi pour les entreprises. Est-ce qu'il y a des dispositifs supplémentaires, je dirais, qui ont été mis en place pour aider ces entreprises? Alors, 2500 dans l'hôtellerie, est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose? Non. 2500 licenciements. Mais ça, c'est pas annoncé. Ce sont des choses qui sont annoncées, mais il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Non, il n'y a pas encore. En revanche, pour répondre à votre question, le ministre de l'économie, tout à l'heure, à la conférence de presse, a présenté les dispositifs. Donc, on va les avoir déclinés. Donc, moi, je pourrais les présenter de façon plus précise ensuite. Mais il y a une extension du champ d'aide vers les entreprises. Alors, premièrement, vers les entreprises qui sont obligées de fermer du fait du confinement. Oui. Alors, ici, nous n'en avons pas. Mais il va y avoir une extension des aides vers toutes les autres entreprises qui sont concernées par la crise économique liée à la Covid-19, notamment le secteur événementiel qui va avoir des aides supplémentaires qui va pouvoir intervenir. Le secteur touristique aussi. Le secteur touristique, événementiel, culturel, c'est-à-dire ceux qui sont les plus touchés. Ouais. Mais aussi l'hôtellerie, puisque l'hôtellerie, dès que vous allez avoir une baisse de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir être aidé aussi. D'accord. Alors, ce chiffre de 2500 licenciements, vous dites que c'est peut-être pas une réalité, c'est peut-être un peu trop? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je pense que les chiffres qui ont été annoncés par les responsables sont des chiffres qui sont étayés par leurs propres prévisions, ce qui est très compliqué, mais qui est très compliqué pour eux. Mais comme nous, c'est la prévisibilité face à cette maladie. Vous voyez, quand on était en juillet et en août, on se disait qu'on était dans une phase où on allait pouvoir reprendre. D'ailleurs, en juillet et en août, l'activité économique, notamment touristique, a un petit peu repris, notamment parce que les Guadeloupéens ou les gens qui étaient sur le territoire ont pris des vacances sur place. Et puis, on a eu en septembre à nouveau la Covid qui est arrivée. En métropole, on commençait à annoncer que les gens pouvaient commencer à réserver pour les vacances de Noël. Et puis là, on s'aperçoit qu'ils vont être confinés pendant un mois. Donc en fait, c'est le problème de la prévisibilité. Et c'est ça la grosse difficulté que nous avons et que les entrepreneurs ont, bien évidemment. Ouais. Alors, il faut rassurer ces entrepreneurs. Alors, quoi leur dire? Que dire pour qu'ils soient quelque peu, on va dire, rassurés, mais surtout cette inquiétude qui continue à monter, qu'on puisse essayer de la freiner? Alors, il y a deux choses. Premièrement, c'est les rassurer sur les aides qui vont être mises en place, qui vont continuer et qui vont augmenter, puisqu'il y a des nouvelles aides du fonds de solidarité notamment qui vont arriver. Le fonds de solidarité, c'était 1 500 € par entreprise quand c'était le début du confinement en mars dernier. Ça va être poussé pour certaines entreprises jusqu'à 10 000 €. Donc en fait, il y a une aide bien supplémentaire qui va pouvoir intervenir parce qu'on sait que là, on est face pour les entreprises à des difficultés majeures qui s'accumulent en fait. Et puis les prêts garantis de l'État vont pouvoir aussi être repoussés pour leur remboursement. Enfin, il y a plein de mesures qui ont été annoncées. Et puis l'autre sujet, c'est que tout ça, ça aide les entreprises à passer le cap. Ça les aide à survivre pour celles qui sont en difficulté. Ce qu'il faut leur indiquer, c'est que tout ce qu'on est en train de mettre en place et toutes les mesures administratives qu'on met en place, qui parfois les contraignent, je pense aux restaurateurs ou aux bars, aux responsables de bars, l'objectif c'est que ça permette après de passer cette vague et de pouvoir retrouver une activité normale. C'est ça l'objectif. Et le confinement qui est décidé en Martinique ou dans l'Hexagone, il vise une chose, le président de la République l'a expliqué, à casser la vague là maintenant en novembre pour qu'en décembre on puisse retrouver de l'activité économique normale. Alors, concernant les hôpitaux, alors il y a aussi cette question de l'absentéisme qui a flambé. Comment faire face à cela?
L'absentéisme a flambé parce que le personnel hospitalier est fatigué, ce qui est normal. Il a subi depuis maintenant 8 mois une crise importante à gérer avec une baisse juste après le confinement, mais qui n'a pas permis au personnel hospitalier de se reposer. Et puis immédiatement après, en septembre, une nouvelle vague qui est arrivée. D'ailleurs, il y a une lettre ouverte qui est assez émouvante de la part du personnel hospitalier d'hier ou avant-hier. Concrètement, il y a un certain nombre de mesures qui sont là. C'est le renforcement en termes de personnel, c'est l'adaptation de toutes les structures qui est mise en place. Il y a la loi santé qui va intervenir avec un certain nombre de recrutements. Le problème du personnel de santé, quand on le recrute, c'est que ça prend du temps à former. Un médecin, c'est très long. Un infirmier ou une infirmière, c'est très long aussi. Donc c'est ça la difficulté que connaît l'hôpital aujourd'hui. En revanche, quand il y en a besoin, et on l'a connu pendant qu'on était au pic de cette deuxième vague, les renforcements métropolitains sont arrivés. À la fois la réserve sanitaire, qui continue d'ailleurs, qui continue à venir renforcer l'hôpital, et puis le service de santé des armées, qui est arrivé au moment où on en avait vraiment besoin, et qui a permis de soulager, mais qui est reparti parce que la Guadeloupe n'est pas confinée parce qu'on est dans une phase de descendante de la crise. Il est donc normal que le service de santé aussi puisse se désengager chez nous parce qu'il y a des besoins ailleurs qui sont très importants. Mais si on avait besoin de le faire revenir, on ferait revenir des renforts. Donc c'est un problème pour l'instant qui demeure entier. C'est un sujet qui est partagé par tous les hôpitaux et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de travailler dès qu'on le peut. C'est pour ça qu'on a besoin de ces mesures administratives pour faire baisser la pression à l'hôpital pour que justement le système hospitalier retrouve son fonctionnement classique. Au niveau des entreprises en général, il y a aussi cet absentéisme puisqu'il y a des gens qui ont peur, des salariés qui ont peur et qui préfèrent être en congé maladie plutôt que de se rendre sur le lieu du travail. Alors, comment faire face à cette situation quand on est chef d'entreprise et qu'on est déjà en difficulté par rapport à ce virus qui circule ? Eh bien, en rassurant les salariés, c'est ce que j'essaie de faire moi, en expliquant que l'application des... Vous l'avez vu, ça fait 5 semaines de baisse alors que les entreprises travaillent, alors que les écoles ont réouvert, alors qu'on a une activité sociale qui est à peu près retrouvée. Donc ça veut dire que les mesures d'application des protocoles dans l'entreprise, les mesures d'application des protocoles à l'école, les mesures d'application des protocoles dans les administrations fonctionnent. Quand on applique ce protocole, quand on porte le masque, quand on a de la distanciation, quand évidemment on se lave les mains régulièrement, et que surtout quand on a des cas contacts, on les traite comme des cas contacts, c'est-à-dire qu'on s'isole, on fait la liste des cas contacts et tout de suite on casse la dissimulation, donc on ne forme pas des clusters importants. Tout ça, ça fonctionne. D'accord. Alors maintenant, parlons des communes, puisqu'on sait que les communes sont en difficulté financière et elles disent avoir un surcoût par rapport au Covid. Est-ce que, concernant les finances communales, est-ce qu'on peut dire que l'État sera un petit peu plus souple, plus cool vis-à-vis de ces communes? C'est pas un terme que je connais, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ni souple, si, souple, ni oui, cool. Mais cool, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas ça, je plaisante. Non, il y a un engagement de l'État très fort de garantir les recettes des collectivités qui auraient baissé du fait de la Covid. Donc dans la loi de finances qui sera au Parlement dans peu de temps, qui est au Parlement, pardon, mais qui sera votée dans peu de temps, il y a un certain nombre de mesures financières de dotation à l'endroit de toutes les collectivités. Parce que la région aussi voit ses recettes baisser, le département aussi et les communes aussi. Donc il y a eu un engagement de l'État à ce que l'ensemble des recettes soient remises à flot et soient couvertes en fait concrètement par l'État. Ouais. Donc là, ce soir, on a droit aux bonnes nouvelles. Maintenant, arrivons sur un sujet aussi qui est déjà en discussion. Alors, certains Guadeloupéens disent, et d'ailleurs, j'ai eu des internautes qui m'ont interpellé là-dessus, oui, pas de carnaval, pas de fête de Noël. Oui, et on va y revenir tout à l'heure concernant le carnaval et les fêtes de Noël. Mais alors... Et pour les élections, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le carnaval, c'est février-mars. Et pour les élections du mois de mars, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que les réflexions sont en cours au niveau national. Le gouvernement a bien expliqué que pour l'instant, il y avait des réflexions qui étaient en cours avec l'ensemble des partis politiques et le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, pour décider ou non de la tenue de ces élections et de la date de la tenue de ces élections. Donc pour l'instant, elles se tiennent comme prévu dans les premiers mois de janvier 2021. Mais enfin,
je pense que tout le monde en a conscience. Si l'épidémie est toujours là, il y aura forcément des mesures qui seront prises concernant pour les adapter, élections. pour adapter les élections. Mais à ce stade, les élections sont maintenues dans le calendrier qui est prévu. Alors pourquoi pas les fêtes de Noël et pourquoi pas le carnaval? Je crois que c'est pas quand même la même chose. C'est-à-dire que les élections... Ce sont des rassemblements quand même. Oui, bien sûr. Mais les élections, on peut les organiser d'une certaine façon. Ça s'est fait pour les élections municipales avec complications. On en a bien conscience. D'ailleurs, c'est ça qui fait réfléchir sur les élections départementales et régionales qui interviendront. Non, là, le problème de... Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas parlé des fêtes de Noël. J'ai parlé de chanter Noël, qui sont des... Mais ce sont des fêtes. Mais on est d'accord. On est d'accord, ce sont des fêtes. Et j'ai bien conscience de l'importance de ces fêtes et du fait de se retrouver à ce moment-là, entre amis ou en famille, c'est important. Mais justement, se retrouver en famille ou entre amis pour aller chanter ensemble, ça veut dire qu'il y a des répétitions, ça veut dire qu'on va se retrouver dans des lieux qui vont être confinés, on va retirer ses masques pour chanter. Qu'on ne me dise pas qu'on chante avec les masques, parce que j'ai vu beaucoup de chorales dans les églises ou dans les lieux de rencontres évangéliques où les gens ne portent pas de masque quand ils chantent. Bon, voilà, donc il y a ce sujet qui est important. Voilà. Et concrètement, je ne suis pas le seul à avoir réfléchi sur le sujet. Ce sont les maires qui ont parlé de chanter Noël, parce qu'ils connaissent mieux que moi la situation dans leur commune et ils savent bien mieux que moi comment ça se passe dans les communes. Et ce sont eux qui m'ont alerté sur le sujet, qui se sont alertés eux-mêmes d'ailleurs, puisque c'est pas une décision de ma part de les... Je ne vais pas dire les interdire parce que ce n'est pas mon objectif, mais de dire que je pense que dans la situation épidémique actuelle, je trouve que ce n'est pas pertinent d'organiser les chantées Noël et les maires sont les premiers à me l'avoir dit. Et pour le carnaval, est-ce qu'on peut dire que c'est trop tôt ou on peut déjà anticiper ? Pour le carnaval, c'est trop tôt de fait, puisque vous m'avez dit que c'était février, c'est même janvier pour les premières. Et c'est d'ailleurs même, ça débute, mais les festivités. C'est même d'ailleurs décembre pour les répétitions. Oui. Donc en fait, c'est tout de suite. C'est pour ça que je préfère en parler maintenant, concrètement. Et on en a parlé avec les élus aussi, c'est un sujet qui a été abordé. Les élus m'ont dit qu'à ce stade, ils ne souhaitaient pas subventionner des associations pour préparer le carnaval de 2021 parce que, selon eux, dans l'état actuel de l'épidémie, et je suis tout à fait d'accord avec eux, il ne me semble pas très sérieux d'imaginer qu'on va pouvoir organiser des déboulés et le carnaval tel qu'il se pratique en Guadeloupe en gardant les gestes barrières. Voilà, je pense que c'est illusoire d'imaginer qu'on puisse le faire. Donc il vaut mieux tout de suite se dire qu'il faut s'interroger et se dire que concrètement, ça va être très compliqué de l'organiser de cette façon. Monsieur le préfet, nous manquons une courte pause et puis vous avez accepté de jouer le jeu de l'interactivité pour répondre aux questions des téléspectateurs. Donc ce sera juste après cette page de publicité et puis j'aurai une question aussi d'un téléspectateur qui s'est dit je passerai peut-être pas à ce moment-là. Donc est-ce que vous pouvez poser cette question et j'y reviendrai juste après cette courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, nous revenons au sein de cette émission et comme je vous l'ai annoncé, le numéro de téléphone s'affichera sur l'écran de votre téléviseur et vous pourrez appeler pour poser vos questions à monsieur le préfet qui se trouve sur ce plateau. Alors, première question, et je me fais le relais. Je vais d'ailleurs vous lire la question. Alors, la rectrice dit que le protocole sanitaire renforcé pour les écoles ne s'applique pas en Guadeloupe. Qu'en est-il exactement ? Alors, je crois que Madame la rectrice, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec elle dernièrement, enfin en tout cas dans les heures qui viennent de se passer, a expliqué que pour l'instant, le protocole qui est prévu, renforcé pour l'Hexagone, est un protocole qui s'applique dans les endroits où il y a un confinement. Et comme en Guadeloupe, nous ne sommes pas en zone de confinement, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en confinement ? Je ne vais pas revenir dessus, mais parce qu'on est dans une tendance à la baisse du nombre de cas positifs et du nombre de gens qui sont malades de la Covid-19, il n'y a pas de raison de renforcer ce protocole. Et donc, de ce fait, le protocole tel qu'il était appliqué jusqu'avant les vacances de la Toussaint le protocole aura vocation à s'appliquer à compter de la rentrée prochaine. En revanche, je sais qu'il y a encore des travaux qui sont en cours. Madame la rectrice a reçu les parents d'élèves, elle a reçu aussi les syndicats. Et donc, il y a encore un travail qui est en cours sur l'application de ce protocole. Alors justement, comment ça se passe dans les écoles actuellement ? Est-ce que ça se passe plutôt bien ?
Ah, l'application du protocole, Oui. vous dire, avant la Oui, rentrée? avant. Oui, ça se passait plutôt bien, puisqu'on a eu un nombre de cas positifs. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais parce que ça fait 2 semaines que les enfants sont en vacances, les bienheureux. Donc, ils ont eu du temps pour se reposer. Donc, les chiffres étaient à la baisse en termes de cas de positivité. Il y avait un nombre de clusters qui était limité. En tout cas, il n'y a jamais eu d'augmentation, et c'est pas là qu'on a connu des foyers de contamination importants. Merci, Monsieur le Préfet. Nous partons du côté du téléphone puisque nous avons déjà des appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô, bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir. Monsieur le Préfet, bonsoir, Madame Boisset. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je pose la question, peut-être que c'est un petit peu indiscret, mais quand le préfet est arrivé en Guadeloupe, est-ce qu'il s'était dépisté parce qu'on a su qu'il avait le coronavirus? C'est seulement je voulais savoir. À quel moment il a su qu'il avait le coronavirus? Si c'était en partant de France ou en arrivant ici qu'il a attrapé? Merci, madame. Merci, non, monsieur. Monsieur, pardon. Merci, monsieur. Oui, au revoir. Au revoir. Alors c'est pas du tout indiscret puisque je l'ai dit quand j'ai été testé positif. En revanche, ce que je ne sais pas, c'est à quel moment j'ai contracté la Covid-19. Quand je suis arrivé, c'était pour ma prise de fonction, j'avais un test négatif de moins de 72 heures. Donc quand je suis parti d'Hexagone, j'étais négatif, et quand j'ai fait mon test, comme il est recommandé, à 8 jours après son arrivée, j'avais un test positif. Donc c'est entre le moment où j'ai été testé négatif et entre le moment où j'ai été testé positif que j'ai contracté le coronavirus. Donc je suis incapable de vous dire si c'était en métropole ou si c'était en Guadeloupe. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on applique ce protocole tel que moi je l'ai fait, eh bien j'ai été testé positif, me suis mis à l'isolement, j'ai fait tester l'ensemble des agents avec lesquels j'avais pu être en contact, qui étaient mes cas contacts de l'époque potentiels. Aucun n'a été testé positif, et au bout de 8 jours suivants, j'ai refait un test et on a vérifié que mon test était bien négatif, donc j'ai pu reprendre mes activités. Donc peu importe l'endroit où le virus a été contracté, en revanche, ce qui est important, c'est d'avoir appliqué ce qu'on demande à tout le monde une fois qu'on est testé positif, c'est-à-dire de s'isoler, de déterminer ses cas contacts, que les cas contacts eux-mêmes puissent se faire tester et vérifier qu'ils sont positifs ou pas positifs, là ils ne l'étaient pas, et qu'ensuite au bout de 8 à 10 jours, on refasse un test quand c'est nécessaire. Depuis, le protocole a changé puisque j'étais complètement asymptomatique. Donc aujourd'hui, je crois que c'est 10 jours après le dernier test. Quand on est asymptomatique, on peut retourner travailler, ce qui était mon cas puisque j'avais eu un test négatif à l'époque. Autre appel, bonsoir, vous avez la parole. Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Oui. Allez-y, posez votre question. Bonsoir, Madame Boisset, bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir, monsieur. Alors, j'aurais souhaité savoir pourquoi est-ce qu'il existe une différence dans le cas du transport aérien pour les populations qui viennent de l'Hexagone et pour les populations qui viennent de Martinique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les populations hexagonales peuvent venir en voyage en respectant le protocole sanitaire, et pourquoi est-ce que, par exemple, les Guadeloupéens ne peuvent pas aller en Martinique et les Martiniquais ne peuvent pas venir en Guadeloupe? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un protocole sanitaire identique? Alors, merci, monsieur. Merci, monsieur, bonsoir. Concrètement, c'est parce que entre les taux sont très très importants et très forts en Hexagone, et donc de ce fait, on a vraiment besoin d'avoir un test PCR qui permette de vérifier que ces gens sont bien négatifs avant de venir, ce qui a été mon cas, je viens juste de le rappeler. En revanche, entre la Guadeloupe et la Martinique, on n'a pas souhaité à ce stade mettre des tests. Déjà, premièrement, parce que les tests, on en avait besoin dans les deux îles, dans les deux territoires, pour vérifier que les gens étaient positif ou pas, et de surveiller l'évolution de la maladie. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place des motifs impérieux, parce que ça permet de baisser le nombre de voyageurs. En revanche, si on a des motifs justifiés pour pouvoir voyager entre les deux îles, on peut le faire évidemment. Il suffit d'avoir des motifs impérieux, que ça rentre dans ces motifs. Et puis le deuxième point, c'est qu'on vérifie la température avant de prendre l'avion. Autre appel, bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir, Madame Boisset. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir pourquoi l'échelle nationale
ont donné les informations avant vous, 2 heures avant vous, et vous n'avez pas encore parlé à 16 heures. Il y a une fuite. Non, Il y a une fuite. Merci, monsieur. Merci. 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 Alors, en fait, il y a une fuite, une grande fuite qui s'appelle le Premier ministre, qui lui-même a parlé sur les chaînes nationales. Et c'est lui qui a annoncé que, je pense que monsieur veut parler du confinement et du fait que la Guadeloupe n'était pas concernée par le confinement. C'est le Premier ministre qui a annoncé ce qui est normal, parce que c'est une décision du gouvernement. Il a annoncé donc qu'il y avait un confinement généralisé pour l'ensemble de l'Hexagone et de la Martinique, et que les autres territoires ultramarins n'étaient pas concernés par ce confinement. Voilà, donc une grosse fuite, mais pas au niveau de la Guadeloupe. Non, pas au niveau de la Guadeloupe. D'accord. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir. Merci. Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir, monsieur. Oui, je vous dis bonsoir. Et je voudrais poser une question ou deux, dans l'air, je vois. Monsieur le Préfet, comment ça fait que vous nous dites que dans les écoles, il n'y a pas de corona, le virus ne circule pas de vous? Il y a eu des études qui ont bien dit que c'est dans les écoles, justement, qu'il y a de rassemblement. Vous êtes conscient, vous le voyez bien. Il y a beaucoup d'enfants, des lycéens dans les écoles. Ils mangent ensemble, ils sont tous, il n'y a pas de jeunes carrières, il n'y a pas de sécurité sanitaire dans les écoles. Pourquoi vous voulez absolument garder les écoles ouvertes pour que l'économie, est-ce qu'on met l'argent devant la vie des gens? Parce que les élèves amènent le corona dans les foyers. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça tout le problème. Tant que les écoles vont rester ouvertes, le corona ne va jamais disparaître. Parce que les élèves, les enfants, les lycéens, tout ça, et ils transmettent ça pour eux. Ils aiment ça dans nos foyers. Dans les bus, dans les transports demain, à la cantine. Vous vous rendez compte, vous fermez les restaurants, et les écoles, la cantine où les gens mangent le soir. Merci. 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 Alors, les écoles sont ouvertes pour une raison qui est essentielle, c'est que les enfants ont besoin d'apprendre et ont besoin d'aller à l'école. La période de confinement que nous avons vécue partout, en Hexagone et ici, a bien montré que les enfants qui avaient des difficultés à l'école ont encore eu plus de difficultés, évidemment, à suivre de manière dématérialisée, c'est-à-dire à distance, et que les enfants qui ont des difficultés à l'école ont eu du mal à être récupérés, et on a absolument besoin d'avoir cette année scolaire qui soit pleine et qui puisse permettre, évidemment, si on n'a pas besoin de confiner, puisse permettre aux enfants d'aller à l'école. C'est indispensable, c'est comme ça qu'on prépare l'avenir. Et si les enfants ne préparent pas l'avenir, eh bien c'est toute la société qui ne pourra pas préparer et se mettre en place pour aller au-delà de la Covid-19. Ensuite, pour répondre de façon très précise, pour l'instant, en Guadeloupe, et c'est d'ailleurs le cas en Hexagone, je crois que le ministre de l'Éducation nationale a donné des chiffres qui étaient très clairs. Je crois qu'on était à moins de 0,1%. De taux de contamination des enfants scolarisés sur tout le territoire national. Et en Guadeloupe, on a eu très peu, quand vous comparez par rapport au nombre d'élèves globaux, on a eu très peu de cas positifs et on n'a pas eu de clusters et de zones de contamination à partir des écoles. Donc l'application des protocoles fonctionne. Et donc, je le redis, il est essentiel que les écoles puissent rester ouvertes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que dans la phase de confinement qui s'ouvre à compter de vendredi matin dans l'Hexagone et en Martinique, les écoles vont rester ouvertes. Il est indispensable que les enfants puissent continuer à aller à l'école. Autre appel, bonsoir. Oui. Allez-y, madame. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir. Bonsoir, Madame la traductrice. Bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir, madame. Oui. Je vous pose la question, comment ça se fait-il qu'il y a 15 jours et même la semaine dernière, on était à l'un des taux les plus élevés de France, on n'a jamais été mis en confinement. Alors expliquez-moi la situation parce que je ne comprends pas. Merci. Merci, madame. Alors, vous avez raison, mais pas tout à fait sur les semaines. C'était pas il y a 15 jours, c'était il y a un mois où on avait des taux qui étaient très élevés. D'ailleurs, à cette époque, on avait même été cité par le Premier ministre, vous vous souvenez, en même temps que Aix-Marseille et la Guadeloupe, puisqu'on avait les taux les plus importants. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en place toutes les mesures administratives que j'ai décrites tout à l'heure et qui sont en place depuis mi-septembre.
À cette époque-là, on n'avait pas confiné parce qu'on considérait qu'on n'avait pas des taux qui étaient encore trop importants et que surtout on s'apercevait qu'on était sur une phase de stabilisation. Donc on n'avait plus d'augmentation et donc de ce fait, on avait décidé de ne pas confiner. D'ailleurs, c'était une demande que j'avais moi de l'ensemble des élus et de l'ensemble des acteurs qui était de ne pas confiner. À l'époque, j'avais plutôt une demande d'instaurer un couvre-feu que nous n'avions pas instauré non plus parce que à Paris, on avait considéré qu'on n'avait pas encore besoin de le faire. C'était l'étape d'après si on en avait eu besoin. Et puis ensuite, on a réussi à stabiliser la croissance. Pendant 2 semaines, c'est resté stable. Et puis depuis 5 semaines, ça descend. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de confiner. Maintenant, comparer les chiffres, quand on était au plus haut, je vais vous donner une comparaison, c'est ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire quand on prend le nombre de cas positifs par tranche de 100 000 habitants. Ici, en Guadeloupe, au moment où on était le plus haut, on était à 299 de mémoire, qui était le taux le plus haut. Aujourd'hui, en moyenne dans l'Hexagone, on est à 350. Et dans certaines villes, les villes les plus importantes, je pense à Paris, Marseille ou Saint-Étienne, on est à plus de 800, voire à Saint-Étienne à plus de 1000 de taux d'incidence. Donc vous voyez que même quand nous on était très élevés et qu'on était parmi les plus importants du territoire national, on était encore très en dessous de ce qui existe aujourd'hui et ces taux continuent à monter dans l'Hexagone. Ouais. Votre appel, je vous l'ai dit, beaucoup d'appels. On n'aura pas le temps de prendre tous ces appels qui nous arrivent, mais on va essayer d'en reprendre 2 ou 3. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez bien? Bien, allez-y. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Bonjour. J'aimerais savoir si c'est toujours possible de recevoir 2-3 amis chez nous ou si c'est interdit. Alors, je ne peux pas vous interdire de... Bonsoir, je ne peux pas vous interdire... Oui. Je ne peux pas vous interdire de recevoir des amis. Je peux vous préconiser de ne pas recevoir trop d'amis et dans des endroits trop confinés. Et puis de ne pas faire la fête, évidemment, parce que quand on fait la fête, on ne fait pas attention aux gestes barrières. Donc moi, je ne peux préconiser... Vous savez, la règle qu'on demande au restaurant, c'est 6. Les rassemblements, c'est 6. Et bien, je crois qu'on peut se dire que inviter des amis chez soi et rester dans la limite des 6, ça reste raisonnable parce qu'à 6, on est capable de prendre des distances, on est capable d'avoir des gestes barrières et on est capable d'avoir de la distanciation. Donc voilà. Et puis, éviter de changer tous les soirs d'amis parce que plus on multiplie les contacts, plus on risque de se contaminer. Donc je ne vous interdis pas de recevoir des amis. Je recommande de ne pas recevoir trop d'amis et pas dans des endroits trop confinés. Voilà, donc pas trop d'amis et puis de toute façon, on se dit qu'il va falloir quand même se faire à cette situation. Oui, j'en ai peur. C'est prévu pour encore un petit moment. Le président de la République a dit qu'il a donné une perspective de l'été prochain. Voilà. La perspective, je sais que c'est très compliqué à imaginer. Il faut qu'on essaie de se donner quand même des perspectives. Alors évidemment, on prend de la marge, c'est-à-dire qu'on imagine le plus loin. Mais évidemment, quand ça a commencé en février de cette année, on n'imaginait pas. C'était cette année. On n'imaginait pas que ça allait durer et que ça allait continuer. Donc effectivement, je crois qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec ce virus. Il ne disparaîtra vraisemblablement jamais complètement, mais il faut qu'on le maintienne à un taux faible qu'on puisse traiter à l'hôpital et qu'on puisse traiter en santé classique. Alors malheureusement, nous avons juste le temps de récupérer un dernier appel, mais je suppose que monsieur le préfet se fera un plaisir de revenir et de pouvoir répondre à vos questions dans pas trop longtemps. Donc dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir, madame Bachet. Bonsoir. Bonsoir, madame Alpha-District. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Alors, j'ai une petite question pour vous, monsieur le préfet. Je suis arrivée en Guadeloupe il y a 15 jours. D'accord? J'ai un test négatif, donc j'ai pris l'avion. On m'a donné un papier avec en en-tête ARS en me demandant mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de vol, mon siège. Quand on est arrivé à Pôle Caraïbes, il s'avère qu'on nous demande de bien vouloir donner le papier à la sortie de l'avion. Eh bien, ça fait 15 jours. Le papier, je l'ai sur moi. Et je me suis moi-même auto-confinée pendant 15 jours parce que j'estime que ma mère a une santé qui est fragile. Mais en fait, personne ne sait que je suis rentrée sur le territoire. Donc, je voudrais savoir, le papier qu'on nous remet à Paris-Orly, à quoi il sert en fait? Pourquoi on nous le remet? Il sert à quoi ce papier?
Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, madame. Merci madame. Alors ce papier, il aurait dû être récupéré à l'aéroport. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas été. C'est embêtant, effectivement. Mais en revanche, on sait que vous êtes arrivé puisque vous êtes enregistré sur des vols. Et donc on est capable aussi de vous retrouver sur un vol. Ce papier, il sert à quoi? Il sert à vérifier que si jamais il y avait des personnes qui étaient positives dans l'avion à côté de vous, qu'on puisse vous retrouver. La compagnie aérienne, elle a les listings et on est capable de le faire. D'avoir rempli ce papier de l'ARS, ça permet d'aller plus vite. Donc c'est embêtant que vous ne l'ayez pas eu. D'ailleurs, ça me chagrine un peu puisque ce ne sont pas les consignes. Et normalement, les papiers doivent être récupérés. Et il est important de les donner si on ne vous les demande pas, de les donner. Il y a du personnel de l'ARS qui est là à l'arrivée de chaque avion puisqu'il y a des vérifications qui sont faites sur les tests PCR. Et donc si on ne vous le demande pas, il faut donner ce papier. C'est important pour aller plus vite ensuite pour tracer si jamais on a des gens positifs dans l'avion. Voilà. Donc on va multiplier pour terminer, on va continuer à faire des tests, les multiplier, les contrôles aussi seront plus importants, c'est ce qu'on peut dire. Alors, merci de me tendre la perche pour les tests. Il est important qu'on continue à se faire tester. Quand on a des symptômes, quand on est cas contact, quand on nous dit qu'on a côtoyé quelqu'un qui était positif, il faut vraiment continuer à faire des tests. Et même si on a un doute, il faut aller faire des tests. On a de moins en moins de personnes qui font des tests. Maintenant les tests, on a connu une période où il fallait faire la queue pendant très longtemps pour pouvoir faire ce test. On a de moins en moins de gens qui y vont, donc les tests sont disponibles. En plus, on va avoir les tests antigéniques, donc on aura le résultat encore plus vite. Donc il faut vraiment continuer à faire les tests. Madame la directrice générale de l'ARS, tout à l'heure, nous a dit en conférence de presse qu'il y avait des gens qui étaient contactés par la cellule riposte qui disaient oui je m'en fiche maintenant, ça m'intéresse plus, oui je suis cas contact mais ça m'intéresse plus. C'est profondément irresponsable de dire ça parce que si on est cas contact d'une personne positive et que soi-même on est positif, dire qu'on ne va pas se faire tester, ça veut dire que potentiellement on va porter ce virus et on va aller le donner à son ami, à son grand-père, à sa grand-mère, qui peuvent être des gens fragiles. Et donc c'est très important de continuer à se faire tester, de continuer à suivre les protocoles. C'est comme ça qu'on réduira vraiment les cas. Et puis pour les contrôles, oui, je crois que malheureusement on est dans une société où on a besoin de mettre des règles et puis on a besoin de vérifier que ces règles soient bien respectées. Donc on va continuer les contrôles. Il y a eu quelques faits sauvages, je le sais, on est en train d'enquêter dessus, donc on trouvera les responsables et on les sanctionnera. Donc on va continuer les contrôles effectivement pour éviter qu'il y ait des zones de diffusion du virus qui ne continuent à arriver. Merci, Monsieur le Préfet, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi pour cette traduction qui est faite et j'espère qu'on aura beaucoup plus d'émissions traduites pour les sourds-muets et nous essaierons, nous, ici à Canal 10, de faire un petit peu la promotion de tout ça puisque notre média se veut être à la portée de tous. Excellente soirée.